Mes parents ont dit, on fait un petit Noël, juste la famille proche. Le lendemain matin, j'ai vu des photos, 38 personnes. Même mon ex était là. Je n'ai pas répondu. J'ai juste gelé les services publics, bloqué leur accès aux comptes qu'ils utilisaient et laissé leur plan se dérouler. Au matin, mon téléphone a explosé d'appels manqués. Quand ma mère a dit que nous faisions un petit Noël cette année, juste la famille proche, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas son style. Le mot « petit » ne fait même pas partie de son vocabulaire. C'est une femme qui a un jour engagé un barman pour un petit déjeuner du 14 juillet, mais après tout ce qui s'est passé l'année dernière, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, elle s'était calmée. Je lui ai demandé 3 fois distinctes. Elle n'arrêtait pas de le répéter, juste nous. Elle m'a même fait culpabiliser avec une phrase sur le fait que la famille est tout ce qui compte vraiment à la fin, ce qui est hilarant considérant à quel point elle a essayé de me remettre dans les bras de l'homme qui m'a un jour enfermé dans son appartement parce que je ne voulais pas porter une robe qu'il avait choisie. Et oui, cet ex était son favori personnel. Chaque fois que je mentionne ce qu'il a fait, elle agit comme si j'étais dramatique. Les gens se disputent, dit-elle, mais il vient d'une si bonne famille. Je ne sais toujours pas quel genre de « bonne famille » laisse son fils jeter de la vaisselle en verre pendant une dispute. Bref, j'ai accepté de venir contre mon meilleur jugement, principalement parce que ma grand-mère y allait, et elle est la seule raison pour laquelle je ne mets pas le feu à toute la conversation de groupe familial et ne les bloque pas tous. Elle m'a dit qu'elle ne resterait qu'une nuit, que ça ne valait pas le drame, et j'ai décidé de faire de même. Entrer, sortir, sourire, partir. La veille de Noël était calme, suspicieusement calme. Ma sœur, bien sûr, était là. Chloé, la petite dernière, l'enfant chéri, celle qui a un jour accidentellement envoyé une photo de moi ivre à l'université à mon patron. Elle a dit que c'était une erreur, bien sûr, tout comme elle est, accidentellement, sortie avec mon petit ami du lycée 2 mois après notre rupture. Mais je m'égare. Maman a fait tout un plat sur le fait qu'il gardait les choses simples. Juste un dîner, un pyjama, pas de pression. J'ai pensé qu'ils essayaient peut-être de se racheter pour le passé, ou que quelqu'un leur avait enfin fait entendre raison. Puis je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai vu un déluge de stories Instagram, des photos de groupe, une table de buffet assez longue pour un mariage, mon ex, ses parents, des amis que je n'avais pas vus depuis des années, des gens que je sais qui n'aiment même pas ma famille, des gens à qui je ne parlais même plus. 38 personnes chez mes parents, l'endroit que j'avais quitté à 23 h la veille. J'ai fait défiler chaque publication comme si je recevais des coups de poing, et là était ma mère, au premier plan, riant avec mon ex comme s'ils étaient de vieux meilleurs amis. Chloé avait posté une vidéo d'eux jouant aux charades. Mon ex mimait Titanic. Ma mère a crié « Jacques » et a applaudi comme un phoque. Le meilleur dans tout ça? Ils avaient même ajouté un hashtag à l'événement « Noël chez les Leroy ». Mon nom de famille. Pas un seul texto pour moi. Pas un appel. Pas même un faux « Oups, on a oublié de te le dire ». Ils avaient tout planifié. Ils m'avaient exclu de la fête de Noël de ma propre famille parce qu'ils ne voulaient pas risquer que je fasse une scène devant lui, parce qu'ils essayaient toujours de me caser avec quelqu'un qui m'avait un jour crié dessus si fort que mon voisin avait appelé la police. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Je me suis figé. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Les services publics pour leur maison eau, électricité, chauffage étaient toujours sous le compte familial commun que j'avais ouvert des années auparavant, quand ils étaient endettés et que j'avais un bon travail. Ils utilisaient toujours mon accès. Alors, j'ai laissé leur plan se dérouler, et j'ai gelé tout le reste. Au moment où j'ai vu le visage de mon ex dans cette story Instagram, souriant à côté de mon père, un verre à la main, comme s'il ne m'avait jamais serré le poignet assez fort pour laisser un bleu, quelque chose en moi s'est brisé net. Ce n'était pas seulement le fait qu'ils avaient organisé une grande fête de Noël dans mon dos, c'était qu'ils l'avaient invité, lui, la seule personne avec qui il savait que je ne partagerais pas une pièce, et encore moins un jour de fête. Et pire encore, il l'avait fait exprès. Parce que pendant des années, mes parents ont traité ma vie comme une pièce de théâtre qu'ils mettaient en scène, comme si j'étais un personnage qui devait suivre le script qu'ils avaient écrit pour moi. Épouse un homme riche. Fais semblant que tout va bien. Souris pour les photos. Ne parle jamais des choses laides, surtout pas de ces choses-là. Mais cette fois, ils ont fait une erreur. Une vraie. Voyez-vous, quand mes parents ont eu des problèmes il y a quelques années, des problèmes financiers,
du genre qui pousse les gens à vendre discrètement des bijoux et à hypothéquer de nouveau pour des rénovations. Je suis intervenu. Je travaillais pour une start-up de la technologie financière et j'avais un revenu stable. Et comme ils sont nuls en paperasse et en technologie, j'ai proposé de les aider à configurer leur compte de service public sous mon nom. Ils ont été reconnaissants pendant exactement une semaine. Après ça, c'est devenu juste une autre chose que j'étais censé faire, mais je ne me suis jamais retiré du compte. J'avais juste oublié. Jusqu'à maintenant. Je me suis connecté au tableau de bord et je suis resté assise là, à regarder les chiffres. Le système de chauffage s'était mis en marche à 6 heures du matin précise, essayant de chauffer une maison de 5 chambres avec des plafonds cathédrales et aucune isolation. J'ai imaginé le ridicule pyjama en soie de ma mère et sa terrible habitude de se promener pieds nus, même en décembre. Elle aurait froid en quelques minutes. Alors, je l'ai fait. J'ai d'abord coupé le gaz, puis l'électricité, puis l'eau. Chacun avait une petite boîte de confirmation, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? J'ai cliqué sur « Oui » 3 fois sans ciller. Puis je suis allé plus loin. J'ai changé les identifiants de connexion, défini un nouvel courriel, un nouveau mot de passe, et activé l'authentification à 2 facteurs liés à un numéro de téléphone jetable que j'avais créé ce matin-là. J'ai regardé l'écran clignoter et se mettre à jour. C'était fait. À ce moment-là, il était près de midi. Je n'ai rien entendu, pas un appel, pas un texto. Mes parents ont dû penser que c'était une panne. Ils ont probablement dit à tout le monde de rester calme. Chloé a probablement essayé de transformer ça en un moment de complicité, rassemblons-nous tous dans le salon et allumons des bougies comme dans un film de Noël. Mais je savais mieux. Je savais à quelle vitesse ce genre de chaos se propage. Le premier texto est arrivé à 12h41. C'était mon père. Salut, il n'y a plus de courant. Pourrais-tu vérifier la connexion? On pense que le système a un problème. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Puis encore. Puis d'un numéro différent. Je les ai tous bloqués. 1 heure plus tard, Chloé s'en est mêlée, salut, tu as toujours les identifiants pour les services de la maison. Complètement au hasard, mais le chauffage est éteint et il fait genre 4 degrés ici. Emoji qui pleure de rire. L'emoji qui pleure de rire a failli me faire jeter mon téléphone. Je n'ai pas répondu. À 15 heures, les photos de groupe se sont arrêtées. Les stories Instagram ont disparu. Les gens ont commencé à partir. J'ai reconnu les signes, le Noël des Leroy s'était officiellement effondré. Toujours pas d'excuses. Toujours pas d'explication pour le mensonge des 38 personnes. À 16h30, la voisine a appelé. Ils ont dû la supplier d'essayer. J'ai laissé sonner. Puis j'ai reçu un courriel, une longue et pathétique tirade de mon père demandant de l'aide, disant que la nourriture se gâtait, que grand-mère ne se sentait pas bien, et qu'il ne parvenait à joindre personne à la compagnie de service public. Et enfin, à 17h22, un texto de maman, Camille, qu'est-ce que tu as fait? Pas de, nous sommes désolés. Pas de, s'il te plaît, aide-nous. Juste ces 5 mots. J'ai éteint mon téléphone. Ils ont passé la nuit comme ça, dans le froid, l'humidité et l'embarras. Chloé a de nouveau envoyé un texto plus tard, disant que les tuyaux faisaient des bruits bizarres. C'est là que j'ai compris, leur générateur de secours n'avait pas été entretenu depuis des années. Papa disait toujours qu'il n'en avait pas besoin. À minuit, j'ai rallumé mon téléphone juste pour observer le chaos. Grand-mère m'a envoyé un seul texto. Elle a dit, je sais ce qu'ils ont fait. Je suis fier de toi. C'était le seul message que j'ai gardé. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Le nouvel an était la semaine suivante. Et mes parents avaient déjà loué le même chalet, le refuge du lac, qu'ils utilisent chaque année. La réservation était à mon nom parce qu'ils l'avaient faite en utilisant mes points de carte de crédit en juillet, quand maman m'avait fait culpabiliser en parlant de faire quelque chose de spécial pour la famille. Elle pensait que j'avais oublié. Elle se trompait lourdement. 2 jours après la panne de Noël, le flot d'appels téléphoniques s'est arrêté. Non pas parce qu'ils s'étaient calmés, mais parce qu'ils avaient enfin réalisé qu'ils étaient exclus de tout. Et sans aucune excuse à l'horizon, je ne voyais aucune raison de débloquer la situation. Le meilleur dans tout ça? Je savais ce qui allait suivre, le nouvel an. C'était le joyau de la couronne de ma mère. Chaque année, elle en faisait une production complète, tenues assorties,
jeux familiaux, discours du compte à rebours. L'année dernière, elle avait fait venir un photographe pour des photos, spontanées, au champagne. Elle ne se souciait jamais de savoir si nous nous amusions, seulement si nous en avions l'air. Et cette année, ils avaient des projets. De grands projets. La réservation était tranquillement dans ma boîte de réception, exactement là où je l'avais oublié. Un chalet au bord du lac, le refuge du lac, 3 nuits, du 30 décembre au 2 janvier. 5 chambres, cuisine complète, jacuzzi et une cheminée plus grande que mon premier appartement. Payé avec mes points de récompense. Réservé à mon nom. Je m'en souvenais maintenant. En juillet, elle avait appelé en pleurant, disant que la famille avait besoin de repartir à zéro et que cette année devait être différente. J'étais occupée, distraite, et j'avais dit oui juste pour mettre fin à l'appel. Je n'avais jamais eu l'intention d'y aller, mais eux, clairement, si, parce que les gens en parlaient. Une ancienne camarade de classe m'a contacté de nulle part pour me demander s'il était vrai que j'étais de nouveau avec Alexandre mon ex, celui qui était violent, celui dont je ne pouvais pas prononcer le nom sans tressaillir pendant près d'1 an. Alors, c'était ça le plan. Me piéger dans un chalet pittoresque, me parader devant la famille et les amis, et me remettre avec Alexandre comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Comme si j'étais simplement difficile et trop sensible. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait une occasion de photo, un arc de rédemption pour eux. Il n'allait pas l'obtenir. J'ai appelé directement le gestionnaire du refuge du lac. Je lui ai dit qu'il y avait un changement de plan et que je devais annuler. Pas de problème. La réservation était à mon nom. Puis j'ai réservé de nouveau le chalet pour les mêmes dates exactes sous un autre alias, en utilisant les mêmes points de récompense. J'ai même changé le code de la clé pour un nouveau auquel seul moi avais accès. Et parce que je voulais qu'il sache que ce n'était pas un accident, j'ai envoyé un paquet à la réception du chalet, programmé pour arriver le matin du 30 décembre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte simple. En lettres noires et grasses, essaie de te sortir de celle-là par un mensonge, maman. Le silence n'a pas duré longtemps. Vers midi le 30e, Chloé a texté « Salut, tu as les infos du chalet ?» Maman a dit que c'est toi qui as réservé. Pas de ponctuation, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Puis un autre « on est là » et le gars à l'accueil dit qu'il n'y a pas de réservation. Je pouvais presque l'imaginer, debout dans le froid avec des bottes hors de prix, choqué que son nom n'ouvre pas magiquement les portes. Le message de ma mère est arrivé ensuite. Camille, règle ça maintenant. Nous avons des invités. Des invités? Bien sûr qu'ils en avaient. Je parie qu'ils avaient traîné la moitié de la famille là-haut, s'attendant à ce que je revienne en rampant pour un arc de pardon du Nouvel An. J'ai attendu la fin de l'après-midi avant de finalement répondre. Je l'ai annulé. Vous n'êtes pas invité. C'était satisfaisant, mais ce n'était pas assez. Car 30 minutes plus tard, mon ex a appelé. Son numéro s'est affiché sur mon écran pour la première fois en plus d'1 an. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, du genre où il prétendait être calme mais ne pouvait pas tout à fait cacher la colère sous-jacente. Il a dit que j'étais immature, irrespectueuse, et que je devais la paix à la famille. Comme si ce que je devais à quiconque était le silence et l'obéissance. Je l'ai bloqué de nouveau, cette fois pour de bon. Ils ont fini par séjourner dans un motel de bord de route à 2 villes de là. Chloé a posté quelques photos forcées, des flûtes à champagne en plastique, un mini réfrigérateur cassé en arrière-plan, sa légende prétendant que tout cela était une grosse blague. Ma mère a essayé de poster une de ces citations du genre « Les souvenirs ne dépendent pas du lieu, mais des gens ». Ils avaient l'air misérables. Moi? J'ai passé le Nouvel An dans le petit appartement de grand-mère. Juste nous deux. Elle a fait de la soupe. Nous avons regardé un film en noir et blanc et n'avons même pas remarqué quand l'horloge a sonné minuit. Pas de discours, pas de photographe, personne ne faisait semblant. Nous avons trinqué et elle a dit, tu sais, ta mère était déjà brisée avant de t'avoir. Je n'ai rien dit tout de suite. Puis je l'ai dit à voix haute pour la première fois. Je crois que j'en ai fini avec eux tous. Elle a hoché la tête, puis a dit quelque chose qui m'a fait me redresser. Bien. Maintenant, va changer les mots de passe bancaire. J'ai vu Chloé fouiner dans tes courriels à Thanksgiving dernier. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement les services publics et les vacances. Ils continuaient de me voler. La nouvelle année est arrivée et passée sans un seul mot de mes parents.
Pas d'excuses, pas de tentative de faire la paix, juste le silence, ce qui, venant d'eux, n'était pas un signe de maturité. C'était un signe qu'ils préparaient quelque chose. Ils ne devenaient silencieux que lorsqu'ils complotaient. J'avais raison. Grand-mère m'a appelé quelques jours après le début de janvier. Elle a dit que maman racontait à tout le monde que j'avais volé le fonds de Noël et saboté le voyage familial par dépit. Typique. Il pourrait mettre le feu à toute la maison et m'appellerait quand même l'incendiaire. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce que grand-mère avait dit le soir du Nouvel An à propos de changer mes mots de passe bancaire. Alors, je l'ai fait. Ou plutôt, j'ai essayé. Et ce que j'ai trouvé faisait passer la panne d'électricité pour un jeu d'enfant. Quand j'avais configuré leur service public des années auparavant, je les avais aussi aidés à ouvrir un compte familial pour suivre les dépenses du ménage. C'était censé être temporaire, une passerelle jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des ans, c'est devenu leur portefeuille personnel. Mon nom y figurait toujours en tant que titulaire principal, ce qui signifiait que je pouvais tout voir. Je me suis connecté et j'ai failli laisser tomber mon café. Il y avait des dizaines de transactions, des courses Uber, des achats en ligne, des transferts Venmo aléatoires à des gens que je ne connaissais pas. Mais celle qui a retenu mon attention datait de 4 jours plus tôt, un débit de 3 000 € pour un complexe spa de luxe à 2 villes de là. J'ai cliqué dessus, pensant que c'était peut-être un vieux paiement. Oh, c'était actif. Une escapade en couple, enregistrement ce week-end-là, sous le nom de Chloé. Et l'invité listé avec elle? Alexandre, mon ex. Je suis resté assise là, à regarder l'écran. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que c'était une erreur. Puis j'ai vérifié le courriel de confirmation, celui que ma mère s'était transféré à elle-même. Il y avait une note jointe de sa part à Chloé, contente que vous passiez enfin du temps ensemble. Ça fera réaliser à Camille ce qu'elle manque. Ils avaient perdu la tête. Non seulement ils utilisaient mon argent pour réserver un week-end romantique à mon ex violent et à ma sœur, mais ils essayaient aussi de me punir avec ça. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne me contenterais pas de couper les ponts, je les coupais complètement. J'ai vidé le compte jusqu'au dernier dollar, les redirigé vers mon compte personnel et fermé entièrement le compte familial. Ensuite, j'ai parcouru leurs abonnements connectés, leurs services publics et leurs identifiants d'assurance, toutes les choses pour lesquelles ils m'avaient supplié de les aider à mettre en place des années auparavant, et j'ai changé chaque mot de passe. Ils se réveilleraient le lendemain matin exclus de tout. Mais je me suis alors souvenu de quelque chose de pire. À l'université, j'avais créé une société à responsabilité limitée pour du travail en freelance, une petite entreprise de design que je gérais sous mon nom. Après mon diplôme, j'ai arrêté de l'utiliser. Je me souvenais à peine de son existence jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange en parcourant de vieux dossiers. Il y avait des transactions récentes sous le même compte professionnel. J'ai creusé davantage. Il l'utilisait encore. Mes parents avaient rouvert la société à responsabilité limitée sous mon identité et réclamaient des déductions fiscales. Des milliers d'euros de fausses dépenses vacances, vêtements, événements marketing, tout déclaré à mon nom. Ils ne volaient pas seulement. Ils commettaient une fraude. Au début, je ne me suis même pas senti en colère, juste abasourdi, comme si j'avais vécu dans une sitcom tordue où chaque épisode devenait plus sombre que le précédent. Je suis resté assise là pendant longtemps, à faire défiler les relevés, réalisant à quel point leur stupidité était profonde. Alors, j'ai officialisé les choses. J'ai contacté une avocate fiscaliste avec qui j'avais travaillé des années auparavant et je lui ai tout envoyé, les relevés bancaires, les fausses déclarations, les reçus. J'ai déposé une plainte formelle en silence. Pas de confrontation, pas d'avertissement, juste une séparation nette et légale. Il recevrait bientôt une lettre. Le genre dont on ne peut pas se sortir en usant de son charme. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu es allé trop loin. C'est la famille. Pas de nom, pas de ponctuation. Mais je savais exactement qui c'était. Alexandre. Je l'ai bloqué. Puis, 10 minutes plus tard, Chloé, qu'est-ce que tu as fait bordel? Maman panique. Tu ruines leur vie. Je n'ai pas répondu. Je ne ruinais pas leur vie. Je leur tendais juste le désordre qu'ils avaient créé de leurs propres mains. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un courriel de la banque est apparu. Il ne concernait pas le compte fermé. Il concernait la maison. L'hypothèque, disait-il, était listée en copropriété.
Le nom de mon père et le mien. Je ne me souvenais pas d'avoir signé quoi que ce soit de ce genre. Mais quand j'ai ouvert le fichier joint à la vie, j'ai vu ma propre signature, parfaitement contrefaite. C'était ça, la surprise. Pas seulement l'argent, pas seulement la manipulation. Ils avaient de nouveau utilisé mon nom pour garantir leur maison. La maison dans laquelle ils vivaient encore. Et légalement, selon les papiers que je tenais, elle m'appartenait plus à moi qu'à eux. J'ai regardé la signature contrefaite pendant un long moment. Elle n'était pas seulement similaire, elle était exacte. On aurait dit qu'elle avait été copiée d'un bail numérisé que j'avais signé des années auparavant, à l'époque où je faisais encore confiance à mes parents pour ne pas utiliser mes informations personnelles comme un laissez-passer. J'ai vérifié les métadonnées. Le document avait été soumis lors d'un refinancement il y a 3 ans, à peu près au même moment où papa avait soudainement commencé à se vanter d'avoir reconstitué la valeur nette de la maison. Je m'en souvenais maintenant comment ils avaient célébré cette année-là comme s'ils avaient gagné à la loterie, acheté de nouveaux appareils électroménagers, fait une croisière. Ils m'avaient utilisé pour le financer. Ils n'avaient pas seulement commis une fraude, ils m'avaient lié à leur maison légalement et financièrement. J'ai donc appelé la banque et j'ai joué la prudence. J'ai demandé un détail de la structure de propriété actuelle. Ils ont d'abord hésité, jusqu'à ce qu'ils confirment mon identité et que oui, j'étais listé comme actionnaire majoritaire de la propriété, 73%. Je possédais plus de la maison qu'eux. J'étais si stupéfaite que je n'ai pas dit un mot pendant une minute entière. Une fois que j'ai assimilé l'information, j'ai raccroché et j'ai rappelé mon avocate. Elle m'a demandé si je voulais engager des poursuites pénales pour la signature contrefaite. Je lui ai dit pas encore, que j'avais une meilleure idée en tête. Les documents d'expulsion ont été rédigés le lendemain, mais je ne les ai pas déposés. Pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai écrit un unique courriel à mes 2 parents. Objet, Avis, la maison dans laquelle vous vivez est légalement mienne à 73%. Les documents que vous avez contrefaits sont enregistrés. Vous avez 30 jours pour partir, ou j'engagerai une procédure d'expulsion en bonne et due forme. Je ne négocierai pas. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué tous les numéros que je n'avais pas déjà bloqués. J'ai désactivé les notifications par courriel, et j'ai attendu. Il n'a fallu que 6 heures pour que la panique commence. Chloé a appelé d'un numéro inconnu, puis a texté, puis a envoyé un courriel. C'est de la folie. Tu es littéralement en train de mettre tes propres parents à la porte de leur maison. Tu agis comme une psychopathe. Grand-mère a dit que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Tu as besoin d'aide. Elle avait le culot de dire que grand-mère n'approuverait pas, comme si la femme qui m'avait dit de changer mes mots de passe était soudainement leur bouclier. J'ai tout ignoré, car pendant qu'ils s'effondraient, quelque chose d'autre se passait en arrière-plan. Quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. J'ai reçu une demande de message sur Instagram. Une fille que je ne connaissais pas, avec un profil privé et à peine quelques amis en commun. Son nom était Léa. Le message était court. Es-tu Camille? Étais-tu avec Alexandre il y a quelques années? Mon cœur s'est serré. J'ai répondu prudemment, demandant simplement pourquoi. Elle a dit qu'elle sortait avec lui maintenant, ou qu'elle l'avait fait. Mais quelque chose n'allait pas. Elle avait fouillé dans son téléphone et trouvé des photos de moi. Des notes. Un brouillon de courriel non envoyé intitulé « Elle reviendra si elle nous voit ensemble ». Je me suis figé. Elle m'a demandé s'il m'avait déjà fait du mal. Je lui ai dit la vérité. Pas tout, juste assez. Comment il avait l'habitude de m'isoler. Comment il avait une fois brisé une bouteille contre le mur pendant une dispute et m'avait accusé de l'avoir provoqué. Comment il suivait ma position. Même après mon départ. Il y a eu une longue pause. Puis elle a envoyé un dernier message. Merci. Je le quitte aujourd'hui. Je savais que quelque chose n'allait pas, je suis resté assise là, à le relire encore et encore, et pour la première fois dans tout ce désordre, j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement. Parce que je n'avais pas seulement brûlé le pont, je regardais la fumée avertir quelqu'un d'autre avant qu'il ne le traverse. Mais même ça, ce n'était pas la fin. Plus tard ce soir-là, grand-mère a appelé. Elle semblait calme, mais je pouvais entendre quelque chose derrière sa voix, cette intonation tendue et sèche qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était vraiment en colère. Elle a dit qu'elle avait vérifié quelque chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas regardé depuis des années. Le compte en fiducie qu'elle avait créé pour moi quand j'avais 15 ans. Elle en plaisantait,
l'appelant « le parachute d'urgence de Camille ». J'avais complètement oublié. Elle, non. Mais ma mère oui, car quand grand-mère est allée vérifier le solde, il était presque vide. Tout l'argent avait disparu, siphonné au cours des 2 dernières années. Transféré, dépensé, déplacé vers des comptes chèques personnels par ma mère. Elle pensait que grand-mère ne remarquerait pas. Elle avait tort. Grand-mère n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle a juste dit, j'ai giflé ta mère 2 fois dans ma vie. Je crois qu'elle est sur le point de mériter une 3e. Et c'est là que tout est devenu clair. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait volé, m'avait menti, avait contrefait mon nom, utilisé mon argent, et essayé de me manipuler pour que je retourne avec un homme qui aurait pu me blesser gravement. Maintenant, il perdait la maison, et bientôt, il perdrait plus encore. L'expulsion a été finalisée plus rapidement que je ne l'attendais. Une fois que le tribunal a vu les documents, la répartition de la propriété et la signature contrefaite, ils n'ont pas hésité. J'avais tous les reçus. Je n'ai même pas eu besoin de me présenter en personne. On leur a donné 30 jours pour partir. Pas plus. Pas de prolongation. Et je ne leur ai pas adressé un mot pendant tout le processus. Pas un appel, pas un texto, pas même un avertissement. Qu'ils soient surpris par quelque chose pour une fois. Grand-mère me tenait au courant, que je le demande ou non. Elle m'a dit que lorsque l'avis officiel est arrivé à leur porte, ma mère s'est assise par terre comme si on lui avait tiré dessus. Que mon père a essayé d'appeler l'avocate pour clarifier les documents et a fini par crier sur une messagerie vocale. Chloé a posté quelque chose de critique sur sa story à propos de la trahison familiale et de l'élimination des personnes toxiques, ce qui était culotté considérant qu'elle avait une fois posté un selfie alors que je pleurais dans une salle de bain fermée à clé pendant une dispute avec Alexandre. Mais aucun d'eux n'est parti. Pas au début. Ils ont attendu. Comme toujours. J'ai déposé l'ordonnance de suivi le 31e jour. La même semaine, le bureau du shérif a programmé un changement de serrure. Mes parents se sont dépêchés de faire leurs valises. Je ne me suis pas approché de l'endroit, mais je suis passé en voiture une fois juste pour voir des sacs poubelles sur la pelouse. Une commode cassée appuyée contre le garage. Chloé en larmes essayant de traîner une valise dans une berline empruntée. Ça ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme un point final. À la mi-mars, la maison était mienne à tous égards. J'avais les clés, l'acte de propriété, le titre. J'ai changé les serrures, repeint chaque mur et donné les meubles qu'ils avaient laissés derrière eux. J'ai fait nettoyer les tapis en profondeur, enlevé les vieilles photos de famille et brûlé celles qui me donnaient la chair de poule. Je ne l'ai pas mise en vente. Pas encore. Je ne voulais pas profiter de cet endroit. Pas immédiatement. Il devait rester là, comme une cicatrice qui n'avait pas fini de se refermer. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de couper les derniers liens. Je les ai bloqués. Ma mère, mon père, Chloé. Leur numéro, courriel, compte, toutes les plateformes de médias sociaux, même le calendrier partagé qui me rappelait les anniversaires. Supprimé. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste disparu. La conversation de groupe qu'ils utilisaient encore pour parler de moi m'a finalement exclu. Chloé a essayé de me rajouter une fois, mais elle ne pouvait pas me joindre. Même grand-mère a dit qu'ils étaient choqués. Comme s'ils ne croyaient sincèrement pas que je le ferais. Ça a toujours été leur problème. Ils n'ont jamais cru que je partirais vraiment. Mais je l'ai fait. J'ai pris un nouveau numéro, une nouvelle banque. J'ai supprimé la trace numérique à laquelle ils avaient accès, j'ai même fermé l'adresse courriel que j'utilisais depuis le collège. Ils n'allaient plus me retrouver. Et le compte en fiducie ? Grand-mère s'en est occupée. Elle a rencontré son avocat, a déposé une plainte et a entamé des poursuites judiciaires contre ma mère. Elle m'a dit qu'elle voulait s'en occuper personnellement. J'aurais dû faire ça il y a longtemps, a-t-elle dit. La laisser s'en approcher a été ma plus grande erreur. Cela signifiait plus qu'elle ne l'imaginait, car elle était la seule qui est restée authentique, qui n'a pas bronché quand j'ai commencé à m'éloigner. Elle ne m'a pas supplié de faire la paix ou dit que je le regretterais un jour. Elle est juste restée à mes côtés et est restée silencieuse quand le monde est devenu bruyant. Nous nous retrouvons pour un café la plupart des dimanches maintenant. Elle ne parle jamais de mes parents, sauf si je le fais. Parfois, elle s'assoit simplement là et parle de son jardin. J'aime ça. La dernière fois que nous nous sommes vus,
elle a apporté une petite boîte en carton. J'ai trouvé ça dans le grenier, a-t-elle dit. À l'intérieur, il y avait des dessins que j'avais faits enfant, de vieilles photos de fêtes d'anniversaire, un médaillon que je lui avais donné quand j'avais 10 ans. Elle avait tout gardé. Après son départ, je suis resté assise dans la voiture avec la boîte sur mes genoux, et j'ai pleuré. Pas pour eux. Pour moi. Pour la fille qui vivait dans cette maison et pensait que l'amour signifiait la loyauté, quoi qu'il arrive. Elle était partie. Et je ne faisais plus son deuil. Je la laissais simplement partir.